C'était le roi. Abra a porteira que eu vou voltar. Nova York me faz chorar. Abra a porteira que eu vou voltar. Aqui não tenho o que eu tenho lá. Abra a porteira que eu quero entrar. Cidade grande me faz chorar. Abra a porteira que eu vou voltar. Aqui não tenho o que eu tenho lá. Santos, lançado Pelé, penetra Pelé, perigo. Tá aí o segundo gol! Exatamente pela esquerda, meteu-se Pelé, atenção. Pelo amor de Deus! Jogada extraordinária do ataque do Santos. Perigo, atenção, disparou a fera. E olha lá! Pelo amor de Deus, mas isso não existe. Segundo gol de Sua Senhoria, o senhor Edson Arantes do Nascimento Pelé. Genial, sensacional, maravilhoso. Je dois dire que de le voir jouer, quand de temps à autre nous visionnons des films d'archives, procure toujours de nouvelles émotions. C'est un champion extraordinaire. Il s'appelle Edson Arantes do Nascimento, mais tout le monde le connaît sous le nom de Pelé. Lui-même ne connaît pas exactement l'origine et la signification de son surnom. Certains disent que cela signifie brise, d'autres que c'était une erreur de prononciation d'un des coéquipiers de son père. D'autres encore affirment que cela provient du mot pelada, ou pelé, à cause de l'herbe irrégulière qui recouvrait les terrains de foot sur lesquels le champion a fait ses débuts. La seule chose qui soit certaine, c'est que les années passent et les joueurs passent, mais lui et lui seul est le roi Pelé. Pelé aurait pu jouer pieds nus. Je crois que personne d'autre, en parlant de football, bien sûr, n'était capable de faire ce que Pelé pouvait faire. Sur le terrain, lorsqu'il jouait, vous ne pouviez pas dire s'il était gaucher ou droitier. Il utilisait les deux pieds de la même façon, avec la même puissance et la même classe. Vous pouvez utiliser sa tête aussi. Vous pouvez même jouer comme gardien de but. Il avait intégré toutes les caractéristiques qu'un joueur complet devrait avoir. Comme dans les meilleures traditions sud-américaines, des histoires fantastiques sur ses légendaires performances se sont développées autour de son nom. Au Brésil, on parle de lui comme on parlerait de l'élu. On raconte qu'en 1940, on avait prédit à sa mère qu'elle mettrait au monde un roi. Nous pourrions commencer son histoire en disant « Il était une fois un jeune garçon qui avait un don unique. Il savait comment transformer un ballon de football en une boule de cristal magique. » C'est la raison pour laquelle, dans le monde entier, il a été aimé. C'est en Suède, lors du mondial de 1958, que la confirmation définitive de Pelé dans le monde du football s'opère. Les gens parlent déjà en bien du jeune champion. Mais personne ne peut prévoir qu'à seulement 17 ans et 8 mois, ce jeune garçon va conquérir ce titre. Le roi, qui accompagnera son nom tout au long de sa carrière. Dans les 2 premiers matchs contre l'Autriche et l'Angleterre, Pelé reste sur le banc des remplaçants. Il fait ses débuts contre l'URSS, José Altafini ayant renoncé à son poste.
C'est Monsieur Santos, surnommé aussi l'encyclopédie pour son extraordinaire compétence en matière de football, qui le voulait dans la formation brésilienne. Sa confiance dans le jeune garçon sera bien récompensée. Le Brésil passe à la phase suivante contre le Pays de Galles. Mais l'exploit final aura lieu dans le match Brésil-France. La présence de Fontaine, meilleur buteur du championnat dans l'équipe française, ne leur suffira pas. Et c'est bien Pelé qui marquera la différence. Garrincha passa agora pelo ponteiro. Movimento-se dentro da área, deu a Pelé. Ajeita para a ponta do VAR, virou, chutou, caiu, voltou para Pelé. Si les deux premiers buts sont, disons, habituels, le troisième est celui qui portera le nom de Pelé au firmament des stars. L'après-midi du 29 juin, Stockholm accueille la finale Brésil-Suède. Tous les pronostics sont en faveur de l'équipe brésilienne qui affiche des champions tels que Garrincha et Vava. Mais la Suède est aussi une équipe plus que respectable, à ne pas sous-estimer. Aucune surprise donc, quand après seulement 3 minutes de jeu, l'équipe suédoise marque le premier but. À ce moment-là, la finale perdue à domicile 8 ans plus tôt contre l'Uruguay revit dans les cœurs brésiliens. Une détresse dont Pelé se souvient, ayant été témoin des larmes de son père en ce jour mémorable. Mais la douleur ne dure que 6 minutes. Le temps qu'il faut au Brésil pour redresser la situation sur une action engagée par Garrincha et finalisée par Vava. La première mi-temps se ferme sur un poteau de Pelé et une action brillante de Garrincha et Vava. À la mi-temps, les deux équipes partent se reposer avec un score de 2-1 pour le Brésil. Et Pelé, à 17 ans, quand il a marqué le but du 4-1 contre la Suède, des adversaires beaucoup plus expérimentés que lui, et qu'il a fait cette passe en cloche et la reprise de volée qui va dans les buts, il a réalisé une prouesse extrêmement brillante sur ce terrain-là. Après son but et celui de Zagallo et Simonson qui fixe le score à 4-2, Pelé, à la dernière minute, marque son 6e but de la Coupe du Monde et remporte le match final avec un score mémorable de 5-2. En 20 jours, un jeune garçon de 17 ans, le plus jeune n'ayant jamais participé à un championnat du monde, est devenu la principale attraction au Brésil et dans le monde entier. Le Brésil gagne le championnat du monde et les joueurs sont visiblement émus. Les larmes de joie qui accompagnent la victoire traduisent incontestablement le grand tournant que vient de connaître l'histoire du football. En plus de cette victoire, on raconte que Pelé viendrait de vivre sa première expérience sexuelle.
Pelé, c'était la joie du football. C'est le titre que je lui donnerais. C'était une joie de voir la naissance d'une étoile dans le championnat du monde de 1958. Un garçon d'à peine plus de 17 ans qui dansait en procurant aux spectateurs un sentiment de bonheur. C'est ce dont je me souviens de Pelé. Et ensuite de sa brillante évolution dans le temps, de l'évolution naturelle d'un athlète, un champion. Mais il n'a jamais oublié ses racines. Il pensait au football comme à une joie. Dans le deuxième championnat du monde auquel il participe, au Chili en 1962, Pelé n'est plus la surprise, mais la perle la plus précieuse d'une équipe qui a le potentiel pour renouveler l'exploit réalisé 4 ans auparavant. À la fin, toutes les attentes seront comblées, avec quelques variations importantes cependant. Le premier match de l'équipe brésilienne se joue contre le Mexique. Pas vraiment de match en fait. Le score final pour le Brésil est de 2-0. Seul le grand gardien de but mexicain évite un plus mauvais résultat pour son équipe. Pelé marque le second but consacrant la victoire 20 secondes avant la fin du match. C'est avec le deuxième match, Brésil-Tchécoslovaquie, avec un score final de 0-0, que Pelé termine son championnat du monde, à cause d'une blessure à la jambe. Sans lui, l'équipe brésilienne gagnera de nouveau le mondial, mais sans le jeu excitant qu'avec Pelé, l'équipe offrait généralement au public. Pelé est contraint d'assister à la finale Brésil-Tchécoslovaquie en tant que spectateur. Avant la finale, il aurait demandé la permission d'évaluer sa capacité à jouer dans le match. Mais on la lui aurait refusée. Il se trouve qu'il n'a aucun besoin d'y participer pour gagner. Son remplaçant, Amarildo, est à la hauteur pour octroyer la victoire au Brésil avec l'assistance essentielle de Garrincha, le splendide protagoniste de ce mondial. Ainsi, à seulement 21 ans, alors que la majorité des footballeurs sont seulement au début de leur carrière, Pelé peut déjà afficher 2 championnats du monde dans son curriculum. Le mondial 1966 semble être celui qui sera l'un des plus passionnants. Il se tient en Grande-Bretagne, pays dans lequel les Anglais ont toujours prétendu au titre de maître du football, laissant ainsi présager un climat de bataille. La sélection brésilienne est accompagnée d'une série de controverses en raison d'un trop grand nombre de joueurs, bien plus qu'il n'en faut. Bien que le championnat démarre facilement, contre la Bulgarie avec un 2-0 pour le Brésil, il pèse un fort soupçon de complot contre Pelé. Le nom du tueur, à cette occasion, est Zecher, l'arbitre allemand qui ferme les yeux sur de nombreuses fautes, décidé à arrêter le roi qui marque sur un coup franc après seulement 15 minutes de jeu. Après l'échec contre la Hongrie, le Brésil ne peut plus se permettre une seule erreur, sous peine d'exclusion du championnat. Le match contre le Portugal, l'équipe du champion Eusébio, ne commence pas bien. Après 20 minutes de jeu, le Brésil a 2 buts de retard.
Comme dans les matchs précédents, dans celui-ci non plus, Pelé ne reçoit aucune protection de la part de l'arbitre anglais. Même blessé, il continue. Sans son meilleur champion, le Brésil est éliminé du championnat, ce qui suscite de nombreuses discussions sur le jeu intimidant des adversaires et le laisser-faire de beaucoup d'arbitres. En 1970, Pelé participe à son 4e mondial au Mexique. L'édition mexicaine réconcilie Pelé avec le mondial et se révèle également comme l'une des plus passionnantes, comme le montrera plus tard le match Italie-Allemagne. Les promesses brésiliennes, que sont des joueurs tels que Tostão, Jairzinho ou Pelé, laissent présager un jeu offensif et l'assurance d'un grand spectacle. La presse anglaise écrira qu'un aussi beau football devrait être interdit. Le premier match du Brésil donne un avant-goût très clair des intentions de l'équipe. Pelé fait tout ce qu'il est possible d'imaginer sur un terrain de football, sans compter cet extraordinaire lob à plus de 50 mètres qui surprend presque le gardien de but tchèque. Cela aurait pu être le but du siècle. Le match n'est pas particulièrement intéressant. Le Brésil mène 4-1 et Pelé marque un de ses chefs-d'œuvre. Le deuxième match oppose le Brésil à l'Angleterre. Presque une finale. Le match est équilibré. Le gardien de but britannique évite un lob de la tête de Pelé. Un des meilleurs arrêts de tout le tournoi. À la fin de la première mi-temps, les deux équipes sont à égalité. Dans la deuxième mi-temps, après un magnifique jeu de Jairzinho, le fabuleux ailier avant-gauche, Pelé fournit l'aide nécessaire et permet la victoire. Le Brésil passe la première phase sans problème et le cœur léger. Dans le 3-2 contre la Roumanie, Pelé retrouve la joie de jouer pour le plaisir et marque 2 fois. Il marque d'abord sur un coup franc de style brésilien. Ensuite, en utilisant les espaces restreints dans la défense adverse où il trouve une ouverture. Dans la deuxième phase, le Brésil rencontre le Pérou, un derby 100% sud-américain. Les Brésiliens marquent après seulement 10 minutes de jeu, quand Tostão conclut une magnifique action de Pelé. Le match termine sur un 4-2 pour le Brésil et permet à Pelé d'exhiber l'éventail de son savoir-faire. Même lorsqu'il commet une erreur, il l'invente d'une façon superbe. La demi-finale a le goût d'une vengeance longuement attendue. Des années ont passé depuis le match Brésil-Uruguay en 1950.
Mais le souvenir de ce jour-là est encore bien vivant quand les deux formations entrent sur le terrain de Guadalajara. Profitant de l'avantage d'une défense puissante, l'équipe uruguayenne s'enferme dans une robuste tactique de défense, après avoir marqué le premier but, tout en réservant un traitement particulier à Pelé. Mais l'équipe brésilienne est imparable, et dans le troisième but, marqué par Rivelino, le roi donne une petite leçon de l'art du football aux Uruguayens. Dans cette rencontre-là aussi, Pelé tente de marquer lui-même l'ultime but, le but qui sera gravé dans l'histoire. Il y parvient presque, avec ce fantastique lob au-dessus du gardien de but uruguayen, Mazurkiewicz, manqué d'un pouce. On voit là l'action la plus proche, qui dans un rectangle vert peut être comparée au mot art, si l'on entend par là la recherche de la perfection. On a vu un Pelé fabuleux dans la finale du championnat du monde à Mexico en 1970, dont j'ai aussi personnellement été témoin. Dans ce match, nous l'avons admiré et détesté, car il nous a donné une leçon avec un Brésil inoubliable. Un Brésil qui affichait des champions extraordinaires, une incroyable capacité et une grande expérience. Pelé était simplement géant. Il a laissé dans ce match son dernier message. Pénible pour nous, mais beau pour l'histoire du football. Signori all'ascolto, buonasera. In diretta via satellite da Città del Messico. Si sblocca, vi ripeto, in una giornata autunnale. Cade una pioggerella sottile, il campo è allentato. Le tre formidabili punte brasiliane sono Jairzinho sulla destra, Tostón a centro con il numero 9 e Pelé con il numero 10. Ed ecco il via di Klöckner. Rivelino. Sul cross di Rivelino, colpo di testa di Pelé. E il Brasile in vantaggio. Ha segnato Pelé al 18° minuto. Pelé était en meilleure position que Bournić sur le ballon. Quand Bournić est arrivé, c'était trop tard. Il a bien essayé de déséquilibrer Pelé, mais Pelé a fait un saut considérable, comme il en avait l'habitude. Il avait la capacité de flotter dans les airs une seconde de plus, ce qui lui a permis de frapper le ballon. Il savait exactement où le frapper et où l'envoyer. C'était incroyable. Quindi l'esaltazione di una sua caratteristica. Questa volta la finta di Rivelino. Pelé. Ma Rivelino non controlla il pallone. Bonisegna. Tiro di Bonisegna e pareggio di Bonisegna. Bonisegna remet l'Italie à égalité dans la première mi-temps. Mais la seconde mi-temps est une autre paire de manches. Les tactiques employées pour contrôler Pelé sont inutiles. Le Brésil domine et après 20 minutes de jeu, il marque 2 buts en 5 minutes, dont un sur une magnifique passe de Pelé à Jairzinho. Le reste du jeu est juste un spectacle pour le public maintenant épris d'une équipe invincible.
Pelé, apertura a sorpresa verso Everaldo, ma recupera Pelé con un bel passaggio a Riverino, Jairzinho, Pelé, Carlos Alberto e sono 4. À quelqu'un qui lui demandait de comparer cette équipe nationale à celle de 1958, Pelé répondait que l'équipe de 1958 avait plus de points forts au niveau individuel, mais que celle du triomphe mexicain était une équipe de buteurs que l'on avait réunis d'un point de vue tactique. Le lien entre les deux formations, c'est évidemment lui, le numéro 10 de l'équipe brésilienne. Pelé était un maître du football, pas seulement grâce à ses succès, mais aussi parce qu'il perfectionnait constamment ses techniques. Prenons le penalty par exemple. Les pénaltys de Pelé sont reconnaissables aux feintes qu'il utilisait avant d'envoyer la balle. Pelé est l'un des rares Brésiliens qui unit la beauté d'un jeu sophistiqué au résultat. Et lutter pour obtenir un résultat n'est pas quelque chose qui l'effrayait. Sur le terrain, on pouvait dire qu'il était impitoyable. Quand il s'agissait de mettre une jambe en avant pour déséquilibrer l'adversaire, il le faisait. C'était la réponse à tous les coups bas qu'il avait dû subir. De nos jours, on dit que le jeu en ce temps-là était un peu plus lent et que les joueurs étaient physiquement moins préparés, comparé au rythme trépidant du football d'aujourd'hui. C'est probablement vrai, mais avec quelques exceptions. L'une d'entre elles, c'est Pelé, et d'autres champions comme lui, qui payaient souvent de leur personne le prix de leur supériorité, avec les coups reçus et les fautes fréquentes dont ils étaient victimes. Leurs jambes sont autant de livres ouverts, sur lesquels chaque marque est le souvenir d'une bataille avec un joueur défensif. À mon avis, il a dû apprendre comment frapper, d'abord pour se défendre. Il recevait toujours des coups, mais parfois il en donnait aussi pour défendre ses coéquipiers. Je l'ai vu une fois casser la jambe d'un joueur parce qu'il battait un de ses coéquipiers. Il y a aussi un autre mot qui définit Edson Arantes do Nascimento, mis à part le nom bien connu de Pelé, et c'est le mot Brésil. Questo termine è Brasile. Vinha cantando elegante, queen, 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 quando Marico sorride te perde, para andar tremendo samba, samba. Impossible de concevoir un joueur si magnifique dans un autre pays que le Brésil. Le phénomène Pelé était aussi une façon d'attirer l'attention de l'Europe sur une autre partie du monde et sur un style de vie différent. Être brésilien sur un terrain de football signifie être instinctif, avoir de la fantaisie, un jeu de jambes digne d'un ballet quand vous touchez le ballon. C'est un langage qui vient de l'intérieur et qu'aucun plan tactique ne peut surmonter. Une façon comme une autre de rester enfant, même quand le temps passe. Gostei da dupla vista,
Une fois, j'ai découvert lors d'une visite chez le docteur que nous avions une vision périphérique limitée. Pelé avait une excellente vision périphérique. Quand nous le regardions jouer et qu'un adversaire venait sur lui, nous avions l'habitude de crier « Attention, attention !» mais il l'avait déjà aperçu. Je ne veux pas dire qu'il avait des yeux derrière la tête, mais je pense qu'il avait une bonne perception de ce qui arrivait autour de lui. Si nous voulions résumer le sens du football selon Pelé en un seul et simple mot, ce serait le mot but. Le jeu dépend du but. Le but n'est pas seulement l'essence du jeu, il procure aussi la joie. Et le roi, qui a marqué 1281 buts sur les 1364 matchs qu'il a joués, connaît bien l'émotion qui est attachée. Un match qui finit à égalité incite à la mélancolie. Et Pelé, guidé par ses profondes convictions, a orienté toute sa carrière vers l'accomplissement de l'ultime objectif du jeu, grâce à son exceptionnelle façon de jouer, bouclant le score sans trop de compliments, mais avec la satisfaction d'avoir évité cette mélancolie des 90 minutes de match. La meilleure définition a été donnée par un de ses coéquipiers de l'époque qui disait qu'avant même que Pelé ait touché le ballon, il avait déjà tout planifié. Il avait joué l'action dans sa tête. La carrière de Pelé dans l'équipe nationale a tout simplement été incroyable. Il débute à 16 ans au stade Maracana, dans le Brésil-Argentine, et marque son premier but avec le maillot doré. À partir de ce jour-là, il joue match sur match, sans jamais accepter le rôle de capitaine de l'équipe. Il met fin à sa carrière le 18 juillet 1971, devant le même public qu'il a vu débuter. Les statistiques finales en sélection nationale sont 100 matchs disputés et 96 buts marqués. La couronne du seul roi au monde qui se présente devant son public en maillot et en short est plus que justifiée. Fils d'un footballeur moyen qui a aussi joué en Ligue majeure, Pelé se retrouve à seulement 15 ans dans l'équipe du Santos. L'épreuve d'entrée se déroule si bien pour le jeune joueur que le club du Santos le choisit immédiatement, entrevoyant son énorme potentiel. À l'âge de 16 ans, Pelé joue déjà dans la Ligue majeure. 17 buts marqués dans sa première saison et il s'améliore la saison suivante. 58 buts en 38 matchs. C'est le début d'une carrière exceptionnelle qui s'est entièrement déroulée dans son aventure brésilienne avec le maillot du Santos.
J'étais nouveau dans l'équipe du Santos et je me disais que ce serait difficile de jouer avec Pelé. Je ne pouvais pas suivre son rythme. Il dirigeait le jeu d'habitude. Après 3 mois, j'ai changé ma façon de voir les choses et je me suis dit que c'était peut-être difficile pour lui de jouer avec moi parce que je ne le comprenais pas. Pelé a été le symbole du Santos pendant 2 décennies. Le temps passé avec le maillot blanc a été une réelle tyrannie exercée sur la scène du football brésilien. La quantité de trophées obtenus avec une continuité déroutante est simplement inimaginable. Un petit exemple, 9 championnats nationaux, dont 7 successifs. Pour des générations entières de fans, peut-être plus, le nom du Santos est devenu une légende vivante, semblable à la gloire obtenue par le Real Madrid dans les années 50. On reprochait souvent à Pelé sa loyauté au Football Club Santos. En Europe aussi, on critiquait son refus de venir mettre à l'épreuve ses prouesses dans un club européen, comme d'autres champions l'avaient fait, par exemple Ronaldo, Maradona ou Di Stefano. Mais c'est bien la raison pour laquelle, dans sa patrie, ce titre de meilleur joueur du siècle qu'on lui attribue évite toute comparaison avec d'autres grands joueurs. À part les matchs entre les équipes nationales, le seul trophée qui pourrait correspondre aux équipes européennes contre des équipes sud-américaines était la Coupe intercontinentale, avec une finale jouée par le vainqueur de la Coupe des champions, en Europe, contre le vainqueur de la Coupe des Libertadores, en Amérique du Sud, profondément ressenti et animé de matchs exaltants, joués aux limites de la régularité. Ce match représentait l'affrontement de 2 continents différents, de 2 écoles de football différentes, de 2 styles différents, et aussi de 2 façons de vivre le match depuis les tribunes. Totalement différent des matchs d'aujourd'hui, habituellement joués à Tokyo et vécus comme un spectacle prodigieux, une occasion de montrer du beau football devant les yeux d'un public neutre. Le chef-d'œuvre du Santos et de Pelé se produit lors de l'édition de 1962 de la Coupe. Le Benfica, l'équipe du Portugal, subit l'humiliation avec un 5-2 de la part d'une équipe irrépressible qui montre sa nette supériorité dans une des plus belles performances de l'histoire de la Coupe.
Pour comprendre l'importance du Santos dans le monde du football international, vous devez penser à ces brillants joueurs de basketball appelés les Globetrotters. En plus de la victoire, des coupes et des matchs, le but final du roi et de ses amis était d'offrir du spectacle sur les 5 continents. Une équipe toujours en tournée, capable de jouer 4 matchs par semaine, juste pour montrer son courage et offrir du spectacle. Sur toutes les parties du globe, les gens venaient de partout au stade pour voir Pelé jouer, pour voir son imagination en action. On en mesure l'importance quand, lors d'un match en Colombie, Pelé, qui avait été expulsé pour une faute, a été rappelé sur le terrain par les organisateurs qui, sous la pression du public, remplacent l'arbitre. Nous sommes arrivés au Mexique. Nous avions un tournoi à Mexico et un autre à Guadalajara. Pelé s'est blessé dans le premier match. En tombant, il s'est disloqué la clavicule. Les docteurs l'ont interdit de jeu. Le Santos n'a donc pas aligné Pelé sur le terrain. Dans la dernière rencontre, tous ses bandages étaient enlevés. Il était assis sur le banc de touche, juste à côté de moi. Subitement, le public a commencé à crier « Pelé, Pelé !» Alors l'entraîneur lui a dit « Allez, sur le terrain !» Pelé lui dit « Non, non, je ne peux pas, je ne suis pas bien. » L'entraîneur lui répond « Vas-y seulement 10 à 15 minutes, sans courir, doucement, facile, sans forcer. » Donc il entre et il n'a même pas le temps d'ajuster son short, il avait déjà tiré au but. Ensuite, il prend le ballon et passe 3 adversaires, finissant presque dans la surface du gardien de but. La foule est tout simplement entrée en délire. Le style de jeu fascinant et inimitable de Pelé se développe dans sa prime jeunesse, au cours de ses incessantes poursuites après le ballon, jusqu'à ce que la nuit tombe. Ses exhibitions dans le monde entier reflètent simplement ce plaisir qu'il a chéri comme un joyau. La célébrité, l'argent et la gloire n'ont jamais terni ce sentiment, vécu dès les premiers jours où il a porté le maillot du Santos. On en voit un exemple quand le 2 octobre 1974, le roi interrompt le jeu. Il tombe à genoux au centre du terrain et remercie Dieu de la vie qu'il lui a donnée. Pelé était le rêve défendu de beaucoup de clubs en Italie. D'autres champions avaient été achetés au club brésilien, comme Amarildo, le remplaçant de Pelé dans le mondial du Chili. Mais le numéro 10 original de la formation brésilienne n'est apparu que quelques fois en Italie.
S'il avait joué en Italie, à l'époque où nous utilisions une technique défensive, il aurait probablement eu plus de difficultés. En mai 1973, Pelé atterrit en Italie avec l'équipe nationale. Le Brésil sera vaincu 3-0 avec les buts de Sormano, Mazzola et Bulgarelli. Je l'ai rencontré 2 ou 3 fois quand je jouais à Milan, et trop peu de fois avec l'équipe nationale italienne. Nous avons joué à San Siro contre le Brésil. Et Pelé, il a juste joué parce que le contrat le mentionnait, mais il était blessé. Après 20 minutes de jeu, ils ont dû le remplacer. À l'époque, on a dit que Trapattoni avait bien essayé de contrôler Pelé, mais en réalité, il n'avait aucun besoin de le contrôler, simplement parce qu'il ne pouvait pas jouer. Cinq mois plus tard, en octobre, Pelé revient à Milan au stade San Siro pour le premier match de la Coupe intercontinentale entre Milan et le Santos. Après 3 minutes, c'est Trapattoni, le défenseur arrière, qui contrôle Pelé et marque le premier. Milan double son score avec Amarildo. Le champion brésilien se réveille dans la deuxième mi-temps et marque pour remonter le score 2-1. Mais c'est le grand soir du Milan. Et de nouveau, Amarildo marque pour le Milan 3-1. Plus tard, Mora assure le match avec un 4-1. Pelé marque sur un pénalty 4-2 à seulement 5 minutes de la fin du match. L'équipe du Santos inverse la débâcle du San Siro dans le match retour au Brésil, en gagnant avec le même score que celui de Milan dans le premier match. L'équipe du Santos gagne au pénalty le 3e match décisif. L'absence de Pelé n'a pas été suffisante pour que le Milan remporte la coupe si désirée. En 1975, Pelé tente l'aventure américaine avec l'équipe du Cosmos. Nous étions à Los Angeles, mais il recherchait toujours des chanteurs brésiliens. Et quand nous étions à Hollywood, il a cherché partout. Il a regardé dans les moindres recoins pour trouver n'importe quel trio brésilien qui chantait. À l'époque, moi je trouvais ça incroyable. Il avait la manie de nous entraîner avec lui pour écouter de la musique brésilienne jusqu'à 2 ou 3 heures du matin. Mais on appréciait vraiment ces moments. L'aventure de Pelé dans un pays qui a besoin de champions comme lui pour passionner les gens pour un sport pour l'instant étranger à leur tradition ne dure que 3 ans. Le Cosmos de New York est un football multinational, trop lointain avec ses gazons synthétiques et ses maillots sophistiqués du Pelé traditionnel et du football que chacun connaît. Le 1er octobre 1976, à l'âge de 37 ans, le roi dit stop. Les années qui suivent son départ des terrains de football, Pelé mène diverses activités. Il a capitalisé les gains accumulés pendant toute sa carrière, gagnant plus d'argent que quand il était footballeur. Il est devenu ministre au Brésil.
où les rumeurs d'une possible candidature à la présidence ont plus que souvent été entendues. Et il a aussi essayé de transmettre, de toutes les façons possibles à travers le monde, la culture et le courage de l'activité sportive. Uno straordinario ambasciatore di pace, l'atleta più conosciuto del mondo, il campione dei campioni, Pelé! Il était une fois un petit garçon d'une petite province brésilienne qui avait un don unique. Il savait comment transformer un ballon de football en boule de cristal magique. Et tout cela s'est appelé but. Il l'a fait 999 fois. Et quand il a dû le faire pour la 1000e, l'incroyable est arrivé. Quelque chose qui ne s'était jamais vu auparavant et que l'on ne verra plus jamais sur un terrain de football. Le public était contre sa propre équipe parce qu'il voulait que ce garçon de 29 ans ne soit pas gêné dans la réalisation de son 1000e but. Et quand il l'a fait, tout s'est arrêté. Rien d'autre n'importait. Parce que nous aussi, nous étions, pendant cette longue seconde, comblés et heureux. Atenção, caminha Pelé, chutou! Gol! Gol de Pelé! Pelé! 1000 gols! Pelé! O mundo aos seus pés! Andrada é o arqueiro do rei! Pelé! 1000º gol! Pelé! O Deus do estádio! Pelé! O gol do século! Pelo amor de Deus, vamos proteger os corpos, vamos proteger as criancinhas necessitadas, vamos cuidar das crianças, pelo amor de Deus, o povo brasileiro não pode ser descuidado, as casas de caridade, vamos pensar nisso, vamos pensar só em festa, pelo amor de Deus, olha o Natal das crianças, olha o Natal das crianças. Em cima do 20º gol!